what does it mean for international security issues today, but also from a future perspective. So my remarks are built on my work, as Megan said, on the international politics of African conflicts, going back all the way to my PhD days, but also more specifically based on a project on Mali, a 3-year project that was partly funded by Global Affairs Canada. So I'll speak in French today, if you don't mind, but I'll be happy, obviously, to answer your questions in both languages at the end. Donc, j'ai 3 essentiellement points à discuter, 3 remarques, 3 conclusions, appelez ça comme vous voulez. Une à un niveau, disons, régional, une au niveau international et une à un niveau plus global ou de perspective d'avenir, si vous voulez. Mais d'abord, un bref rappel sur ce qui s'est passé au Mali au Sahel. En 2012, en janvier 2012, on a une rébellion Touareg qui débute au nord du Mali, qui va s'allier avec quelques groupes extrémistes, djihadistes, terroristes. Cette rébellion va mener à la conquête du nord du territoire du Mali, va mener aussi à un coup d'État en mars 2012 par certains officiers de l'armée malienne, ce qui va créer évidemment une situation très problématique et qui mènera à l'opération française Serval en janvier 2013, qui sera appuyée par 2000 soldats tchadiens environ, et qui mènera en avril 2013 à la création de la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, à laquelle le Canada effectivement participe depuis quelques mois. Tout cet appareil, si vous voulez, ou cette intervention sera transformée assez radicalement en 2014 lorsque Serval sera transformé en opération Barkhane, une opération régionale, qui sera également rattaché en quelque sorte à la création d'une nouvelle organisation, c'est-à-dire l'organisation du G5 Sahel, qui comprend les 5 pays, donc du Mali, du Niger, du Burkina Faso, de la Mauritanie et du Tchad. Donc, première remarque, au niveau régional, qu'est-ce qui se passe au Mali? Qu'est-ce qu'on voit se développer, se transformer? Ici, j'ai 2 points. D'abord, il y a définitivement, je pense très évidemment, la restructuration d'une posture militaire française. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire franco-africaine, la France est demeurée très active au plan militaire et de la sécurité depuis, ou est toujours restée en fait pertinente depuis les indépendances en 1960. Et au niveau du Sahel, ce qu'on voit en 2014, en fait, c'est la fusion de 2 opérations. L'opération Barkhane, devient en fait le résultat de cette fusion, l'opération Serval au Mali, et la vieille opération Épervier au Tchad qui avait été créée en 1986. Et Barkhane opère sur tous les 5 pays du G5 Sahel, et donc pour moi, en ce sens, est unique, puisque ces opérations traversent certaines frontières. Barkhane opère de manière indépendante au Mali, de manière autonome, au Niger aussi de manière autonome, bien qu'en principe, elle le fait seulement en cas d'urgence, alors que dans les cas de la Mauritanie, du Tchad et du Burkina, c'est sous l'appel ou les demandes des gouvernements en place. Le Burkina a hésité longtemps à faire appel à Barkhane, mais l'a fait dans les derniers mois de 2018. Et au Tchad, c'est assez récurrent, en fait. Tout dernièrement, si vous avez vu les nouvelles du Tchad, la France, l'opération Barkhane est intervenue contre des troupes rebelles le 3 février dernier qui provenaient apparemment de Libye. On sait aussi que Barkhane travaille ou a travaillé de manière plus ou moins publique en Algérie, en Libye et contre Boko Haram. Le deuxième aspect lié à ça, c'est comme je disais tout à l'heure, la création de l'organisation du G5 Sahel, qui est une nouvelle organisation qui est superimposée en fait sur des organisations déjà existantes. Donc, on peut voir une forme de compétition intra-régionale, notamment avec la CEDEAO, qui est la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le G5 Sahel, à l'origine, doit être une institution ou organisation qui doit promouvoir la coopération en matière de développement et de sécurité. Ce qu'on constate, par contre, dans les dernières années, l'agenda sécuritaire a été mis de l'avant, notamment par le déploiement d'une force conjointe, la force conjointe du G5 Sahel, qui a commencé à être déployée en 2017, mais qui boite un peu, si vous me permettez l'expression. En bref, tout ça pour dire que ce qu'on voit au niveau régional,
c'est une transformation fondamentale de la gouvernance sécuritaire régionale. Avec au centre de ça, oui, Barkhane et le G5 Sahel, mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a évidemment la MINUSMA qui, par ce mandat, autorise la présence des troupes françaises, appuie la force du G5 Sahel sur le territoire malien. Et il y a aussi les partenaires. L'Union européenne a une stratégie Sahel absolument importante que je ne peux pas nécessairement discuter en détail, mais sur le Sahel, a des missions militaires, l'UTM Mali, UCAP Sahel, etc. Il y a des membres aussi de l'Union européenne comme l'Allemagne et l'Italie qui ont déployé des troupes au Niger. Et il y a les Américains aussi à travers les forces spéciales, notamment, qui sont bien impliqués et qui ont construit une base de plus de 100 millions de dollars américains à Agadez, dans le nord du Niger. Donc, transformation de la gouvernance sécuritaire régionale. Deuxième point au niveau international, qu'est-ce qui sort du Sahel? Qu'est-ce qu'on voit? Et le Mali et le Sahel ont été, en fait, l'une des raisons peut-être où des fois on a instrumentalisé, mais certainement, le Sahel et le Mali est devenu au cœur de débats très houleux, très intenses à propos du futur du maintien de la paix onusien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Mali, on peut le voir dans le mandat, on peut le voir dans la pratique, l'intervention au Mali est conceptualisée dans une division du travail. Pardon. Dans une division du travail entre les forces onusiennes, les casques bleus, qui travaillent officiellement avec les forces politiques légitimes reconnues, les signataires du processus de paix, etc. Et de l'autre côté, les forces contre-terroristes menées notamment par la France et ses alliés. Donc, deux forces parallèles, mais qui travaillent sur le même terrain, qui, en principe, sont distinctes, opèrent différemment, mais travaillent aussi plus ou moins avec les mêmes acteurs. Mais en pratique, évidemment, tout ça sur papier, ça fonctionne. Tout ça sur papier, évidemment, règle des problèmes, notamment au niveau de justification légale, éthique, de doctrine militaire et tout. Mais sur le terrain, ce qu'on constate, évidemment, c'est que les missions souvent collaborent. Les acteurs au Mali ont des alliances assez fluides, qui font en sorte que qui est terroriste, qui est un rebelle légitime, c'est pas toujours clair. L'ONU reconnaît ce problème-là. Et les populations ont une perception, évidemment, des fois, qui vient miner l'impartialité ou le principe d'impartialité de l'ONU, de par l'interaction qu'ils ont, que l'ONU a avec Barkhane. Donc, tout ça pour dire que cette pratique-là, le commun de l'ONU au Mali, a été au cœur des débats sur qu'est-ce que le maintien de la paix, qu'est-ce que devrait être le maintien de la paix. On l'a vu à New York notamment, beaucoup à travers des rapports très spécifiques. Le rapport IPO de 2015, le rapport Cruz de 2017, dans le monde universitaire et des think tanks qui travaillent sur la chose aussi. Certains parlent de crise existentielle, certains disent que l'ONU même est en guerre. Bref, on a ceux qui disent non, les casques bleus, c'est quelque chose, un instrument de gestion des conflits spécifiques, dont la spécificité, notamment le principe d'impartialité, doit être préservée et donc doit être distinct de tout ce qui est action de guerre, contre-terrorisme. Et on a les autres qui disent non, les Nations Unies et le maintien de la paix doivent être transformés et s'adapter à un environnement contre-terroriste, etc., etc. Donc, il y a vraiment ici une bataille, si vous voulez, au niveau de la conception même du maintien de la paix. Donc, en bref, le Mali et le Sahel sont devenus au centre d'enjeux fondamentaux, placés au centre de débats fondamentaux sur l'avenir, oui, du maintien de la paix, mais je dirais un peu plus loin, je dirais aussi autour de tout ce qui est l'utilité de la force et des limites permissibles ou tolérables d'utilisation de la force. Et j'ajouterais davantage à ça que ces débats-là ont eu une influence même sur l'agenda et les interventions dites de développement, avec l'apparition, en quelque sorte, la construction de l'agenda qu'on appelle CPVE, Countering and Preventing Violent Extremism, qui est essentiellement une façon de percevoir des projets de développement qui doivent s'adresser ou adresser le problème justement de la violence extrémiste. On voit des ONG, par exemple, mais aussi des agences de l'ONU, qui soit s'adaptent, soit résistent cet agenda-là, étant donné que plusieurs y voient les militaires ou une dynamique sécuritaire qui envahit leur terrain de développement, etc.
Le troisième point, la troisième remarque, c'est qu'est-ce qu'on peut peut-être prédire ou voir ou se développer en termes très globaux par rapport au Sahel et qu'est-ce qui se passe au Sahel. Deux choses ici. La première est ce qui me semble la plus évidente pour moi, c'est la construction vraiment d'une posture de guerre, une posture militaire, certainement des mécanismes qui font en sorte qu'on est dans une posture de guerre permanente au Sahel. Des interventions militaires au quotidien. Tout ça, oui, basé autour de Barkhane, mais comme je disais tout à l'heure, qui est beaucoup plus large. Les stratèges français vont parler, les généraux vont parler de tondre la pelouse, par exemple. Essentiellement voulant dire qu'évidemment, les têtes terrestres repoussent toujours, donc il faut toujours intervenir. Mais en plus de cette logique militaire-là, au niveau politique, l'autre côté de la médaille, si vous voulez, c'est qu'on voit un manque, je pense, d'appétit politique ou de courage politique ou une prudence politique, si vous voulez, où on a peu d'intérêt ou de motivation pour s'investir dans la résolution des conflits. Et en fait, la prudence ou ce manque d'appétit-là, si vous voulez, mène, je pense, à une préférence vers la gestion, ce que j'appelle la gestion des effets. Donc, on n'est pas vraiment certainement du point de vue de la stratégie, par exemple, de l'Union européenne, je pense que c'est assez évident qu'on est plus ou moins intéressé de s'investir, par exemple, à résoudre les problèmes du Sahel et du Mali, parce que c'est excessivement compliqué. Ça demande un investissement à long terme, donc on est plus concerné sur le court terme, gérer les effets, fermer en quelque sorte la région pour pas que ça déborde en Europe. Et le dernier point, le Sahel, pour moi, demeure et sera certainement un exemple de ce que certains appellent le nexus entre les conflits et les changements climatiques. Deux points ici à dire à cet effet. D'abord, oui, on peut voir au Mali, notamment au centre du pays, ça déborde au Burkina, au Niger, autour de la région qu'on appelle du delta du Niger, donc le fleuve qui traverse la région. Les dynamiques qu'on y voit là suggèrent justement les effets multiplicateurs sur les dynamiques conflictuelles, ça, il n'y a aucun doute, étant donné qu'on voit la région qui subit la désertification, moins d'accès à l'eau, aux terres fertiles, et en plus, de plus en plus de bétail, donc dans une situation où l'État s'est retiré ou est plus ou moins présent, donc les mécanismes de résolution de conflits sont moindres, et en plus, les pressions, si vous voulez, naturelles viennent exacerber les tensions. Et de l'autre côté, déjà des mécanismes de gouvernance régionale et internationale qui se mettent en place. Je pense notamment à la coopération en construction entre UNOWAS, qui est le bureau régional de l'ONU à Dakar, et la CEDEAO, qui travaille justement sur des plans d'action au niveau de la prévention, la mitigation, l'adaptation, la résilience aux conflits climatiques. Mais je terminerai, conclurai ici en posant certaines questions. Sommes-nous prêts justement aux effets multiplicateurs des changements climatiques? Quels sont et seront les effets de considérer cette dimension des conflits sur la gouvernance sécuritaire dans un avenir assez rapproché, pas seulement en 10-20 ans, mais quand même relativement rapproché, surtout dans le contexte de mon premier point, dans une posture militaire permanente où, disons, les intérêts pour la résolution des conflits semblent moindres. Merci.